nous allons parler des soldes intermédiaires de gestion. Dans ce cadre, notons les formules. Nous allons noter les formules de calcul de chaque type de solde que nous avons à calculer. Alors, à quoi ça sert déjà les soldes intermédiaires de gestion? Ça sert à des personnes qui veulent suivre la gestion de l'entreprise, savoir un petit peu ce qui dégage. Ça donne quelques informations intéressantes. Effectivement, c'est des outils de pilotage de l'entreprise. Mais ce sont aussi des outils de comparaison avec les autres entreprises du même secteur ou de même envergure. Ça peut aussi donner une comparaison entre les différents exercices de la même entreprise. D'une année sur l'autre, on peut voir l'évolution de l'entreprise. Comment sa marge augmente ou baisse. Voilà. Pour pouvoir comparer des éléments qui sont comparables, on emploie des formules qui sont les mêmes pour tout le monde, ce qui permet d'avoir un élément de comparaison. Si on ne prend pas les mêmes éléments pour calculer la marge commerciale, on ne peut rien comparer. La marge commerciale, ça va être les ventes moins le coût des marchandises vendues. Alors quand on dit marchandise, c'est pas au sens 607, la marchandise qu'on ne touche pas, c'est le produit. La marchandise, ça peut être aussi le produit fini. Donc c'est soit le coût d'achat, ou le prix de revient, ou le coût de production, comme vous voulez. C'est le coût des marchandises vendues. Exclusion faite des salaires et des autres achats, puisqu'on les a, les salaires et les autres achats rentrent dans les calculs suivants. La production de l'exercice. Qu'est-ce qui correspond à la production de l'exercice? Ça va être, on va avoir la production qui a été vendue, à laquelle on va rajouter la production qui a été stockée, et ensuite on va ajouter la production immobilisée. Sur ces trois productions-là ajoutées, on va avoir la capacité totale de production de l'entreprise pendant la période donnée. Ça peut être le mois, ça peut être le trimestre, ça peut être l'année, peu importe. Mais c'est surtout la destination des productions. Les productions qui sont destinées à être vendues, celles qui étaient destinées à être vendues mais qui n'ont pas été vendues, donc elles ont été stockées, et puis la production immobilisée. La valeur ajoutée. Que représente la valeur ajoutée? On pense à la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est une fois qu'on a compté toutes les dépenses de l'entreprise, mais alors toutes les dépenses en termes d'achat, mais d'achat concret, d'achat en matière qui vont servir à produire. Donc on va prendre la production de l'exercice, on va ajouter la marge commerciale qu'on a réalisée sur les marchandises vendues. On va déduire les autres achats, tous les autres achats qui ont servi à produire, que ce soit prestation de service ou autre. Et la différence, ça va être la valeur ajoutée. C'est la valeur que le travail de l'entreprise a ajoutée au produit. Souvent, cette valeur, elle est synonyme de richesse produite par la main-d'œuvre. C'est ça, pour ça qu'on parle de taxe sur la valeur ajoutée. Cette taxe-là, en fait, c'est une taxe qui est assise sur la richesse produite par le travail. L'excédent brut d'exploitation. Alors, c'est vrai que l'excédent brut d'exploitation, c'est ce qui reste une fois qu'on a mis toutes les charges d'exploitation. C'est là qu'on va commencer à avoir le montant qui est dégagé par l'entreprise. Parce que la valeur ajoutée, c'est bien gentil comme information, mais on n'a pas encore déduit la main-d'œuvre. Donc, on peut avoir une bonne valeur ajoutée, mais si on a beaucoup de main-d'œuvre, la bonne valeur ajoutée, elle va être consommée par la main-d'œuvre. Donc, ça va pas forcément nous donner un bon résultat. Par contre, l'excédent brut d'exploitation, oui, commence à être synonyme de résultat. Donc, pour calculer notre excédent brut d'exploitation, on reprend la valeur ajoutée. À cette valeur ajoutée, on va ajouter des subventions s'il y en a. Quel est le rôle de subvention? C'est de venir réduire les charges. Donc, on va en tenir compte dans l'excédent brut d'exploitation.
À cela, on va enlever les taxes. Comme je le disais tout à l'heure, les charges de personnel, et ça va nous donner l'excédent brut d'exploitation. Le résultat d'exploitation, comment se calcule-t-il, lui? On va être un peu plus global dans le fonctionnement là. On va prendre les ventes plus les subventions et on va déduire le coût des marchandises vendues, on va déduire taxes, on va déduire les autres achats et on va déduire les charges de personnel. Vous allez me dire, mais c'est pareil que l'excédent brut d'exploitation, mais non, c'est pas vraiment pareil. Parce que dans la valeur ajoutée, quand on calcule la valeur ajoutée, on prend en compte l'ensemble du coût de production de l'exercice, c'est-à-dire on va prendre production vendue, mais aussi production stockée, production immobilisée. Ces deux-là, production stockée, production immobilisée, eh bien on n'en tient pas compte là. On n'a pris que le coût des marchandises vendues. Donc on va avoir un résultat intentionné différent. Parce qu'effectivement, la production stockée peut être vendue l'exercice suivant. Et donc elle va être dans les ventes de l'exercice suivant. Donc là, on va avoir un petit décalage. Notre résultat courant, on prend le résultat d'exploitation, on ajoute les produits financiers, on enlève les charges financières et on ajoute la quote-part sur opération faite en commun et ça va nous donner le résultat courant. Qu'est-ce que la quote-part sur les opérations faites en commun? Lorsque l'entreprise participe à des opérations communes avec d'autres entreprises, marché public en commun par exemple, ça peut être aussi un GIE, groupement d'intérêt économique, qu'on aura pris pour développer un produit, pour mutualiser une charge, louer un bâtiment à plusieurs, ça peut être plein de choses. Donc la structure qui va être montée pour cette opération en commun va générer un déficit ou un bénéfice. Eh bien, ce déficit ou ce bénéfice s'appelle la quote-part et donc elle sera intégrée au résultat courant de l'entreprise, proportion de la participation de l'entreprise à l'opération en commun. Et ça fait partie du résultat courant parce que ça fait partie de l'activité courante de l'entreprise. Ce n'est pas exceptionnel. Une fois que nous avons notre résultat courant, on va ajouter notre résultat exceptionnel. Donc pour ça, il faut le calculer. On va avoir les produits exceptionnels auxquels on enlève les charges exceptionnelles. Avec tout ça, on va calculer notre résultat net comptable. On reprend le résultat courant. On ajoute les résultats exceptionnels. Donc, bien évidemment, le résultat exceptionnel, s'il est négatif, ça va être une soustraction. Et on ajoute le résultat, quel que soit son signe. Donc, qu'est-ce qu'on a qui vient se déduire du résultat? Bien évidemment, on a les participations versées aux salariés. Cette participation, comme elle doit être versée aux salariés, eh bien, on n'en dispose plus dans le résultat, donc ça vient le gréver. On va avoir les impôts. Pareil, comme les impôts viennent réduire le résultat, doivent être payés aux impôts, ça va venir gréver le résultat. Donc ça va nous représenter notre résultat net comptable. Le résultat net comptable, c'est celui à partir duquel on calcule les réserves, c'est celui à partir duquel on calcule le bénéfice distribuable. L'Assemblée générale, quand elle se réunit, elle dit on distribue 100%, 80%, 50% du bénéfice distribuable. Donc c'est à partir de ce montant-là qu'on va calculer le bénéfice qui sera distribué aux actionnaires ou qui sera mis en réserve. Le besoin en fonds de roulement. Que représente le besoin en fonds de roulement? Pour fonctionner, l'entreprise a un fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est la trésorerie, ni plus ni moins. C'est la trésorerie qui va lui permettre d'acheter des stocks, de payer les salariés. Cette trésorerie est alimentée par les ventes, donc par le paiement des clients. L'alimentation, c'est le paiement des clients. Et la dépense, en fait, cette alimentation va servir à payer les factures des fournisseurs, notamment, entre autres.
Et donc, dans son fonctionnement, l'entreprise a besoin d'un certain montant en fonds de roulement. C'est-à-dire que comme les entrées ne sont pas toujours au même rythme que les sorties, pour pouvoir faire face aux sorties, l'entreprise a besoin d'un paquet financier qui va être son fonds de roulement. Et pour estimer la grosseur du fonds de roulement nécessaire, on va mesurer le besoin en fonds de roulement. Le fonds de roulement, il est provoqué par l'intercalaire qu'il y a entre l'entrée des fonds via le paiement des clients et la sortie des fonds vers le paiement des fournisseurs. Donc le fonds de roulement va être alimenté par justement ces conditions de règlement qui vont être négociées en amont avec les clients et négociées avec les fournisseurs. Si le client nous paye à 30 jours et que le fournisseur est payé rubis sur l'ongle, on a un souci. Pendant 30 jours, on avance les sous. Par contre, d'un autre côté, si les clients payent rubis sur l'ongle et que les fournisseurs sont payés à 30 jours, ben pendant 30 jours, on a la trésorerie sur les comptes. C'est ça le fonds de roulement. On prend les créances clients d'abord. C'est de l'argent immobilisé. Donc on prend les créances clients. On ajoute les stocks. Tout ce qui est synonyme d'argent qui n'est pas dans la caisse. Les créances clients, les clients n'ont pas payé, l'argent n'est pas dans la caisse. Les stocks, eh bien, on a acheté les stocks, on ne les a pas vendus, l'argent n'est pas dans la caisse. Et on va déduire les dettes fournisseurs. Les fournisseurs nous ont fait crédit, donc l'argent, il est toujours chez nous. Il n'est pas dans leur caisse, il est dans la nôtre. Voilà. C'est le besoin en fonds de roulement. Donc l'objectif de réduire le besoin en fonds de roulement au mieux, qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser les stocks, on va baisser les créances clients, et on va augmenter les dettes fournisseurs. Toute proportion gardée, bien évidemment. Parce que si on a trop de dettes fournisseurs accumulées, le jour où on a un petit souci, eh ben, ils vont venir toquer à la porte. Il faut choisir un juste milieu. Dans l'absolu, c'est bien si les créances clients équilibrent un peu les dettes fournisseurs et que les stocks soient pas trop élevés. Voilà. La capacité d'autofinancement, c'est la capacité qu'a l'entreprise à financer ses investissements. Comment on la calcule? Eh bien, la capacité d'autofinancement, comme son nom l'indique, c'est on se finance soi-même. Donc, on se finance avec sa trésorerie. Qu'est-ce qui fait la trésorerie? C'est l'activité de l'entreprise. Donc, on va partir de notre résultat. On part de notre résultat courant. On dit, ben, au départ, normalement, en toute logique, si j'ai un résultat, c'est que j'ai travaillé, j'ai fait un bénéfice, donc ça va me faire des sous. On est bien d'accord. Qu'est-ce qui est dans le résultat et qui n'est pas synonyme d'argent? C'est tout ce qu'on appelle les charges calculées. Dans le calcul du résultat, on a les charges effectives, les achats qui sont monnayés, et on a des charges calculées qui sont les immobilisations. Vous avez dû en entendre parler. Les immobilisations qui sont amorties sur plusieurs années. Et on a les provisions qui sont, au contraire, on sait qu'on va avoir une dépense pour tel et tel risque l'année prochaine, mais le risque, il existe dès maintenant. Donc, on va constituer une provision maintenant. Donc, ça va être une charge calculée. Donc, pour isoler la capacité d'autofinancement, on va prendre notre excédent brut d'exploitation, les produits calculés, ça va être les reprises pour provision par exemple, parce que ces produits calculés, il n'y a pas de flux financier en face, donc ils ne vont pas nous apporter du financement. On va additionner, on va rajouter, réintégrer les charges calculées. En fait, on va neutraliser ces produits et ces charges. On va enlever les impôts sur les bénéfices. Bien évidemment, hein, les impôts ils sont dus. Donc la trésorerie va sortir, on n'en dispose plus. Donc on peut rien financer avec. Dans le même goût, on va enlever la participation des salariés au résultat. Pour les mêmes raisons,
l'argent doit être alloué à être versé aux salariés, donc on n'en dispose pas pour investir. Ici, on va rajouter les autres produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le calcul de l'excédent brut d'exploitation, mais qui ont généré un flux de trésorerie. Et on va déduire les autres charges aussi. On va ajouter les produits financiers et on va enlever les charges financières. Ça, c'est quand on part de l'excédent brut d'exploitation. Donc, vous voyez, le calcul, il est assez compliqué. Il y a un autre calcul qui est beaucoup plus simple, vraiment beaucoup, beaucoup plus simple. On prend le résultat net comptable, c'est-à-dire c'est le résultat comptable moins les impôts, et on va enlever les produits calculés qui jouent sur les résultats comptables mais qui n'amènent pas de trésorerie, et on va ajouter les charges calculées qui jouent sur le résultat comptable et qui n'amènent pas de trésorerie. C'est les dotations aux amortissements, c'est les dotations aux provisions. Voilà. Voilà la fin de la capacité d'autofinancement. C'est isoler les montants, les flux qui vont permettre d'investir ou pas. Permettre de savoir si on investit en autofinançant. C'est ce que va regarder une banque avant d'accorder un prêt. Parce que si elle accorde un prêt, il faut qu'il y ait la capacité de remboursement. Donc, elle va regarder la capacité d'autofinancement pour savoir si dans le fonctionnement de l'entreprise, il reste des sous pour rembourser le crédit après. Nous en avons terminé pour ce soir. Et bien, je vous dis bonsoir et à bientôt.